Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième midi conférence. Je remercie Simon, notre super techno bénévole de la région de Montréal. Sans lui, moi, je serais dans le trou. Donc, merci infiniment, Simon. Alors, je souhaite la bienvenue à tous et chacun. Merci d'être là. C'est au nom du conseil d'administration que j'ai le plaisir d'accueillir Madi Ducamino. Madi, qui est notre ambassadeur à Cahors. C'est aussi un des visages les plus vus sur Facebook quand on parle du chemin. J'ai demandé à Serge qui était notre conférencier de la semaine dernière, d'être là en support pour Madi, mais surtout parce que ce sont deux amis, deux grands amis depuis 2015. Donc, moi, je ne prends pas plus de temps. Je laisse à Madi la parole. Laissons-nous bercer par ce que Madi va nous raconter. Et puis, on se retrouve à la fin pour questions et commentaires. Alors, bonne conférence. Alors, c'est bon? Ok. Bonjour tout le monde. Content d'être là avec vous, de partager. Je vais essayer de parler du chemin. Alors, j'espère que pour vous, ça se passe bien au niveau de cette situation très particulière qu'on est en train de vivre. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que le premier confinement et le deuxième dont on vient de sortir, curieusement, j'ai énormément rêvé de ma jeunesse. Je ne sais pas pourquoi, quasiment tous les soirs, j'avais un rêve, soit c'était un rêve, soit c'était un cauchemar, mais c'était tout le temps, ça tournait toujours autour de ma jeunesse. Et du coup, ça m'a amené aussi à comparer la vie que j'ai maintenant avec celle que j'ai eue pendant longtemps, parce que j'ai quitté la petite ville où j'ai grandi, j'ai quitté à 28 ans, donc ça fait quand même une bonne tranche de vie. C'est plus de la moitié de ma vie passée dans cette petite ville de 12-13 000 habitants, c'est plus petit que Cahors. Et c'était une ville avec une très mauvaise réputation. Donc quand on disait qu'on venait de là, les gens en général, ils tiraient un petit peu la gueule quand même. Et la réputation, elle était méritée. Il y avait quand même pas mal de lascars qui faisaient des trucs assez particuliers. Et quand on est dans une petite ville comme ça, il y avait plusieurs quartiers, des quartiers populaires. Donc on était très. Moi, j'ai grandi, j'ai toujours vécu dans des HLM, des immeubles. Donc on est habitué à ça, à se côtoyer. Et forcément, on s'influence beaucoup les uns les autres pour de bonnes choses et pour les mauvaises choses aussi. Donc j'ai beaucoup repensé à ça en me demandant qu'est-ce que la vie de certains copains aurait été s'ils avaient suivi un petit peu mon chemin, s'ils avaient découvert le chemin de Compostelle. Je ne sais pas où ça les aurait amenés. Je me pose souvent la question, parce qu'il y en a qui sont morts, j'en ai plusieurs qui sont morts très jeunes, parce que la drogue a fait beaucoup de ravages chez nous. Et il y en avait beaucoup qui étaient très. J'ai dû m'en éloigner parce que très jeune, on a commencé à faire des conneries. Le truc, c'est qu'on était une autre génération. On n'a jamais été violent, on n'a jamais attaqué qui que ce soit, mais on se mettait souvent nous-mêmes en danger. On était vraiment inconscients, on était jeunes. Et en repensant à tout ça, là, il y a plein d'images qui me reviennent par rapport à cette période. Et puis les fameux copains que j'aurais aimé voir marcher, à l'époque, ils étaient très. Ils voulaient l'argent facile. Ouais, ils voulaient de l'argent facile, ils ne voulaient pas travailler. Ce qui fait qu'on était quand même plusieurs à les envier parce que du coup, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient des voitures, des belles voitures. Et il y a un truc que j'ai jamais voulu faire, j'ai jamais basculé de ce côté-là. Il y avait un truc que je redoutais par-dessus tout. C'était, je me disais, si je me fais attraper à faire une grosse connerie, on me met en prison, je ne supporterai jamais. La liberté, pour moi, c'est un truc qui est. Je sais que j'aurais pas tenu le coup. Donc, et le meilleur moyen de pas aller en prison, c'est pas de faire de conneries. Donc le temps est passé comme ça, à travers les années. J'ai quitté je me suis séparé de certains copains. Maintenant, quand on se revoit, ils ont changé, en passant par la case prison. Et je me dis, quand on est jeune, on n'a pas le recul, mais maintenant, je me dis, ouais, j'ai quand même fait la bonne décision. Même si j'avais l'air de. Je m'en voulais parce que je me disais, ouais, je suis pas assez courageux, je suis pas comme eux, je les enviais. Mais il y avait rien.
la liberté, elle n'a pas de prix. Et cette liberté-là, je l'ai trouvée, le chemin, il me l'a fait découvrir en me faisant entrer dans une autre dimension. Mais avant d'en arriver là, évidemment, il y a plein de choses qui se sont passées. Et déjà tout petit, dès que je pouvais, je me rappelle qu'on avait fait notre première sortie à vélo, on avait fait 20 km, nos parents nous avaient laissés avec un grand, et on avait 7-8 ans avec mon frère, mon petit frère. Et donc c'était déjà l'aventure. Et dans la petite ville, il y avait plusieurs quartiers, et j'allais toujours dans les autres quartiers. Ce qui fait que, au fur et à mesure du temps, quand j'ai eu une mobilette, je suis allé plus loin, je sortais un peu plus. Quand j'ai eu la voiture, encore plus loin, la moto, encore plus loin. Et quand j'ai commencé à marcher, encore beaucoup plus loin. J'ai toujours eu cette curiosité d'aller vers les gens, voir dans les autres quartiers comment ça se passait, parce que même si on était dans la même ville, on vivait pas dans on vivait pas dans la même ville et on vivait pas dans le même pays. C'était vraiment des ambiances complètement différentes. Je me rappelle qu'on jouait au foot avec des mecs du quartier. C'était pas des copains, mais on jouait ensemble. Et un jour, j'ai ouvert le journal et j'ai vu que c'était une bande une dizaine à passer aux assises pour des braquages de banque. Alors que les mecs, on les voyait tous les jours et on ne serait jamais douté de ça. Donc tout ça, c'est vraiment une autre vie. J'en ai eu plusieurs, comme tout le monde. Mais ça, c'est vraiment un truc, quand j'y pense, je me dis, c'est pas possible, quoi, que le quotidien que j'ai maintenant, quand je me balade à Cahors, quand je suis sur le chemin, je me dis que, ouais, il y a pas mal de fois où j'aurais pu y passer, et là, je suis content. Je suis content de ne pas avoir basculé de l'autre côté, et puis d'être encore en vie, et à peu près en bonne santé. Et donc, il y a toutes ces choses-là, ces années qui sont passées, et quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Quand on est dans ce genre de quartier, on s'habitue à tout, en fait. À la violence, au manque de respect, on s'habitue à tout, ça fait partie du quotidien. Et puis, il y a des règles. C'est des règles qui ne s'appliquent pas ailleurs, parce que c'est comme ça. Et on a eu, à la mort de ma mère, j'ai 2 sœurs géniales qui ont eu la bonne idée, parce qu'elles avaient anticipé, elles se sont dit, si on reste ici, les 2 frères, là, ils vont nous faire une grosse connerie, donc il faut qu'on déménage. Et on a quitté le quartier et on a habité dans une maison. Et c'est la première fois que je sortais vraiment de là et que je voyais avec le recul que c'était pas une vie qu'on faisait. Par contre, il y avait des copains avec qui on jouait de la musique et tout, et avec eux, même quand on buvait, quand on se prenait des grosses cuites, on discutait toujours de spiritualité. J'ai toujours été, même très jeune, je m'intéressais beaucoup à la religion, aux religions au pluriel, et je me posais beaucoup de questions sur la vie, sur la mort. C'est un truc. Et un jour, j'aime bien cette phrase de Paul Éluard qui dit que il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, alors j'en ai rencontré pas mal, hein, mais il y a certaines personnes qui sont comme des jalons dans ma vie. Et j'ai rencontré un type, parce que j'essaie quand même de donner un coup de main aux jeunes dans le quartier pour qu'ils évitent de faire des conneries. Et surtout que ça s'aggravait avec les années. Et donc ce Michel-là, Michel Tournier, m'a fait travailler dans le social. Là, j'ai découvert le monde des sans-abri. Ça m'a ouvert l'esprit parce que, évidemment, ça fait relativiser sa propre vie. Et petit à petit, j'ai commencé à ne plus aller dans mon quartier. Je commençais à passer vraiment sur notre ville. On habitait dans une petite ville un peu bourgeoise. Mes sœurs avaient de la chance d'avoir trouvé cette maison. Et au fur et à mesure, j'ai fait plusieurs boulots. Et depuis tout petit, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. C'est un truc qui m'a pourri la vie, en fait. J'étais... autant je me disais, bon, un jour je finirais bien par rencontrer une femme, être amoureux, etc. Je suis pas idiot. Quand je prends soin de moi, je fais de beau. Mais le boulot, ça a toujours été un truc, j'en ai fait pas mal. Et j'étais toujours malheureux. Mais malheureux, je sais pas si j'étais dépressif ou j'en sais rien, en fait. J'avais des idées noires pendant des années. J'avais un mal fou à passer l'hiver. C'était atroce. Dès qu'il me manquait de luminosité, je suis déprimé à mort. Et je me rappelle que c'est par manque de courage que je me suis pas suicidé parce que j'avais le nombre de fois où j'ai pensé, je me disais mais c'est pas possible, quoi. Ma vie est vraiment trop nulle. Et en fait, quand on rumine comme ça, après voilà, ça va de critique en critique et puis on se retrouve vraiment minable, quoi. Et j'étais dans cet état d'esprit là quand j'avais fait plusieurs jobs et à chaque fois que j'allais déboucher, on me proposait quelque chose, un poste plus haut, mieux payé, etc. À chaque fois, il y a un événement qui faisait que ça coinçait, ça se faisait pas, et puis alors j'étais dégoûté. Soit le chef s'était fait virer, soit il avait fait une connerie, enfin bref. Dans plusieurs domaines complètement différents, que ce soit le social, que ce soit l'informatique, que ce soit l'électricité. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'en étais avec cet état d'esprit à
en 2001. Et je me réveillais de plus en plus tôt pour pas traîner dans les embouteillages. Et puis, un matin, je me lève et puis je regarde autour de moi. Et j'avais le petit appartement là, avec les meubles et tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas une vie, ça. Je me lève de plus en plus tôt pour gagner de l'argent, pour pouvoir entretenir le peu que j'ai. C'est vraiment une vie. C'est une merdique. Et je me suis projeté 20 ou 30 ans plus tard, et je me suis dit, mais j'ai autant de flinguer, quoi. Je ne supporterai jamais de vivre toute ma vie comme ça. Et c'était pas l'argent qui me manquait, j'avais un salaire, c'était pas un souci, ça. C'était juste que j'étais hyper malheureux, mais je voyais tout en noir, quoi. Il y avait rien de bien. C'était ponctuel quand j'avais le moral et que ça allait bien, mais que soit célibataire ou en couple, ça allait vraiment pas. Et il y avait tout le temps ces idées noires. Et donc, un autre matin, je me suis réveillé et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte. Et là, il m'est revenu une image que j'avais eue il y a très longtemps. Moi, je situe ça à peu près dans les années 90, mais je suis pas sûr. Je me rappelle que mon père, à l'époque, on avait nos deux parents. Mon père était rentré dans le salon et la règle avec la télévision, c'était clair. C'était, vous regardez ce que vous voulez, mais à 13h et à 20h, vous mettez les informations et vous la bouclez. Donc, mon père entre, je lui mets les informations, je lui donne la télécommande, je me lève pour partir. Et je ne sais pas pourquoi. Il y avait un documentaire sur des gens qui marchaient avec un sac à dos et qui allaient vers une ville qui s'appelait Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Donc je crois que j'avais 22, 23 ans. Et je faisais du vélo, je courais beaucoup. La marche, pour moi, c'était pour les vieux. C'est nul. Marcher, c'est nul. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis de nouveau assis et j'ai regardé le documentaire jusqu'au bout. Et quand c'est fini, je me suis levé et je ne sais pas pourquoi, là non plus. Dans ma tête, je me suis dit un jour, j'irai voir pourquoi ils vont là-bas. Parce que j'ai toujours été curieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà petit dans la ville, adolescent pareil, j'allais toujours à droite à gauche, il fallait que je vois, il fallait que quand on prenait le bateau pour aller en vacances en Algérie, mes parents étaient de la Kabylie. La première chose que je faisais, c'était des paquebots, ils étaient énormes. Moi j'étais tout petit, j'avais même pas 10 ans. Je rentrais et je plongeais je descendais les escaliers, j'allais le plus profond possible dans le bateau, sans regarder par où je passais pour me retrouver après, comme si j'aimais bien me perdre. C'était plus fort que moi. À chaque fois, des fois, j'embarquais mon frère, mais en général, j'y allais tout seul. Et il y avait une espèce de peur aussi, parce que voilà, il n'y a que des adultes sur le bateau quasiment, et je fais dans des trucs que je connais pas du tout. Est-ce que j'arrive à remonter là où on est? Et donc, cette curiosité-là, elle m'a beaucoup poussé à faire le chemin. Parce que quand j'étais dans cette déprime vraiment profonde, je sais pas si je faisais un burn-out, j'étais au fond du fond, quoi. Et là, je me suis dit, mais j'avais dit qu'un jour, j'irais à Compostelle. Et ça a fait tout de suite, je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça, de toute façon, faut que je parte. Mais avant, comme j'avais l'impression d'être inutile au travail, quel que soit le travail que je faisais, j'étais allé voir, j'ai deux amis prêtres, et dont un qui me connaît depuis gamin, et je suis allé les voir en leur disant, vous n'avez pas un truc, une aide humanitaire, quelque chose à faire que je me rende utile, parce que là, je ne peux plus, quoi. Et ils me disent, ouais, mais il faudrait 2-3 mois. Et je dis, non, c'est pas possible, là, il faut vraiment que je parte. Et donc, me vient le souvenir de la Compostelle. Et j'avais un bouquin qu'on m'avait offert par une fille qui n'était pas du tout intéressée par ça. Et je l'avais lu et je me suis dit, voilà, je vais partir. Alors, le truc, c'est que je travaillais et il fallait expliquer un petit peu ça quand même à ma famille, à mon employeur surtout. Et donc, le truc, comme je fais pas les choses à moitié, quand j'ai un truc vraiment qui me plaît, là, je fonce. Et là, je me suis dit, je vais faire la démarche. Je lisais beaucoup sur ce que je disais tout à l'heure. Je lisais énormément sur la spiritualité, la religion, les religions. J'ai toujours aimé discuter avec les gens de Dieu, de pas Dieu, de la vie, de la mort, de toutes ces choses. Ça m'intéresse vraiment. Et donc, il fallait que je règle le problème du travail. Ce qui se passait aussi, c'est qu'à l'époque, ils ont commencé à faire la télé-réalité. C'était la première. Le Love Story, là. C'était un truc. Et les collègues, quand ils venaient au boulot, ils me parlaient de ça. Je leur disais, non, s'il te plaît, j'en ai rien à foutre de ce truc-là et j'ai pas envie d'en entendre parler. Donc, si tu as envie de partager tes conneries, là, tu vas voir quelqu'un d'autre, mais moi, c'est bon. Et ce qui me faisait encore plus déprimer, quoi. Je me dis, en plus, ils me doivent rajouter ça parce que j'avais senti que ça allait être une espèce de bascule qui se faisait où la télé, ça allait être vraiment de pire en pire. Moi, je suis pas de ceux qui disent que la télé, c'est pourri. Non, il y a plein de trucs que j'aime bien, il y a des émissions intéressantes. Mais là, je sentais que on allait tomber dans un travers de plus. Et donc, il fallait que j'aille voir mon patron. Et à l'époque, j'étais chef de chantier là,
avec je sais plus, on était 7-8 dans l'équipe. Et je leur dis pas ce que je veux faire, je parle pas de ma démarche, mais je leur dis que je vais partir. Et donc, les mecs me disent, le patron, il va te jeter comme une merde. Il va jamais laisser quelqu'un partir comme ça, c'est impossible. En fait, tu te fais vraiment, tu rêves, là. Et le père Schmitt, comme je l'appelais, c'était quelqu'un, c'était un patron. Donc lui, c'était, j'ai une affaire, faut qu'elle tourne. Aux problèmes existentiels, moi, je m'en fous. Et donc, je m'étais dit, il va falloir travailler au corps, au moins 1 heure à le baratiner, et lui expliquer le truc. Ce qu'il y a, c'est que je suis allé le voir sans, j'étais pas en position de faiblesse, parce que là, je venais pas de demander, mendier une augmentation. Là, je savais ce que je voulais. Et donc, je vais le voir, j'arrive, puis je lui explique, voilà, je vais aller de là à là. C'est un truc auquel je tiens énormément, c'est important pour moi. Vous êtes d'accord? C'est bien, vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous, je me casse. Et il me regarde, il me dit, mais tu veux quoi? Congé sans solde? Il me dit, tu vois. Combien de temps? 4 mois minimum. Je retourne dans la voiture, je pars, je regarde ma montre, 10 minutes. En 10 minutes, c'était bouclé. Et les collègues, je leur avais dit, s'il est OK, je reviens lundi avec les croissants. S'il n'est pas OK, le patron, lundi, je suis pas là, j'aurais démissionné. Et je reviens le lundi avec les croissants. Donc, ils font tous des gros yeux. Comment t'as fait? Je lui ai dit ce que je voulais faire, et puis c'est tout. Hein. Et mon patron me dit, tu me fais un courrier, et puis tu m'expliques. Donc, je lui ai fait un courrier. Il me répond personnellement, alors que d'habitude, c'est un secrétaire qui répond. Et il finit par, les collègues devenaient fous, hein, je n'en revenais pas. Et il finit par, prends-toi 4, 5, 6 mois, quand tu reviens, je te reprends. Et là, les choses, elles sont emboîtées, enchaînées, mais à une vitesse, il y en a plein qui ont vécu ça. À partir du moment où on décide d'aller sur le chemin, il y a plein de trucs qui font que tout s'arrange. Là, j'ai tous les petits problèmes, l'assurance de la voiture, etc. Il y a tout qui s'était bien mis. Et après, il fallait que j'explique à mon père. Parce que là, il venait, mon père était reparti vivre en Algérie, et il venait un tout petit peu avant que je parte. Enfin, moi, j'avais prévu à peu près de partir. Et donc, mon père, j'allais le chercher à l'aéroport je crois que je suis allé à Bruxelles. Et mon père, il faut savoir qu'il a travaillé une quarantaine d'années. En une quarantaine d'années, il a été 3 jours en maladie, que 3 jours, parce qu'il a eu, il s'est pris un palan dans la tête. Et encore, si ma soeur n'avait pas baratiné, il serait retourné travailler le lendemain. Mais donc, la valeur travail, pour lui, c'était vachement important. Et là, il fallait que je lui dise que je lâchais tout. Parce que j'avais lu un bouquin de Saint-François, et je me disais, c'est quand même bizarre que ce mec qui était fils d'une famille très aisée, qu'il avait tout lâché pour faire après ce qu'on sait de lui. Et je me suis dit, ben, à mon niveau, je vais faire pareil. Donc, je vais chercher mon père, je le ramène. Quand on arrive tout près de la maison, je lui dis, bon, il faut que je te dise un truc, je vais partir. Je vais tout laisser tomber, je quitte mon travail, je vais me débarrasser de tout ce que j'ai, et je vais partir marcher sur un chemin en Espagne. Je ne rentre pas dans les détails, parce que mon père était quand même musulman, pratiquant. Et par contre, je me rappelle la discussion qu'on a eue en revenant de l'aéroport, et c'est aussi pour ça que je garde de bons souvenirs. Je me rappelle qu'il m'avait dit, travaille, nourris ta famille, et après, éventuellement, si tu veux, il y a la religion. Alors qu'il était tous les jours à la mosquée, etc. Il ne nous a jamais pris la tête avec ça. Et il a dû constater que de toute façon, c'était vraiment mort pour être mon frère, mes 2 sœurs. On était complètement perméables à ce truc-là. Imperméables. On n'approchait pas du tout. Et par contre, je m'intéressais quand même. J'aimais bien discuter avec des musulmans, avec des chrétiens. J'aimais bien avoir les points de vue des uns et des autres sur ce qui peut se passer éventuellement, s'il se passe quelque chose après la mort, etc. Et donc, mon père, je lui explique et je lui dis que je vais me débarrasser de tout ce que j'ai, parce que comme j'avais cet exemple, entre guillemets, de Saint-François, je voulais tout donner ce que j'avais. Je voulais pas vendre. Pourtant, ça m'aurait arrangé, parce que financièrement, je voulais pas survivre. Mais je voulais tout donner. Ma démarche, elle était vraiment très, très spirituelle. Et je voulais me débarrasser de tout ce que j'avais. Donc, j'ai donné mes meubles, j'avais une moto, j'ai donné les instruments de musique. J'ai tout donné. Et je me suis retrouvé, j'ai gardé ma voiture, ma caisse à outils au cas où. Et puis, je suis parti. Mon père, finalement, ça l'a choqué par rapport au travail. Il m'a dit, tu te drogues? Je dis, ben non. Et en fait, je pense qu'il a fait un lien avec l'époque des hippies qui allaient à Katmandou pour être fumés, etc. Et j'imagine, parce que je ne vais pas poser la question pourquoi il m'a dit ça. Et les choses s'enchaînent donc. Et puis voilà, j'ai décidé, je pars. Et j'ai retrouvé une photo. Attendez voir, hein, si j'arrive à vous retrouver ça. Voilà.
Voilà, c'est moi, on dirait pas comme ça, mais… Donc, on est au Puy. Là, il y a le copain Franck, qui est un copain d'enfance, qui habite en Auvergne, et qui m'a déposé au Puy. Et alors, moi, j'ai débarqué, vraiment, je me suis pointé au Puy, il devait être 13 heures, je crois. Quand après, j'ai su que les gens partaient à la bénédiction et tout le matin, et moi, j'ai fait n'importe quoi. J'arrêtais pas de dire à Franck, mais ils sont où, tous ces pèlerins, ils sont censés être nombreux et tout. Et en fait, j'ai vu personne. Et là, je me rendais pas compte, mais je quittais vraiment un monde et j'allais découvrir un autre monde. Et en plus, ça m'a fait découvrir la France, une France que je connaissais pas du tout. La France profonde, les gens qui vivent à la campagne, les éleveurs, les paysans, tout ça. Et autant j'ai galéré parce que j'étais parti évidemment trop chargé, très mal équipé. J'en ai bavé, je voulais arrêter parce que c'était trop. J'avais les pieds complètement explosés, j'avais pris des baskets trop petites. Enfin, je pensais pouvoir dormir sous la tente tranquille. J'avais ramené des bouquins, 4-5 bouquins parce que je pensais lire. Et j'ai rencontré, c'est pour ça tout à l'heure je disais, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Donc il y a eu ce Michel Tournier, le premier qui m'a fait faire un virage dans ma vie. Et le deuxième jour sur le chemin, je rencontre Louis. Je marchais avec son chien, là, un labrador. Et on sympathise très vite. Et on marche ensemble. Et lui là, il marche, il est sportif et tout. Et il m'a dit, t'es vraiment pas équipé pour. Et donc, j'en ai énormément bavé. Si bien qu'à Conques, j'ai dormi à l'abbatiale. Et je discute avec, il y a un gars qui a vu que je marchais tellement mal, je boitais, qui m'a appelé, un Robert. Robert, il m'appelle et il me dit, viens, on va prendre un café, je t'offre un café, puis il faut qu'on discute. Donc, il m'a expliqué pour les chaussures qu'il fallait prendre plus grandes, etc., etc. Et moi, j'étais dégoûté parce que ça faisait déjà 10 jours et il n'y avait aucun plaisir. Il pleuvait quasiment tout le temps, le bras que j'ai fait sous l'eau. Donc, mes chaussures étaient tout le temps trempées, les baskets. Ça m'a serré au niveau des ampoules et tout. Il n'y avait aucun plaisir. Et Louis me dit, ma femme vient me chercher à Figeac, si tu veux, tu peux récupérer des affaires. Puis ça nous fera l'opportunité de se revoir. Et à Figeac, je lui donne pas mal de trucs. J'étais à 17 kilos, je crois. Le sac, ouais, 17 kilos. Je lui donne pas mal de trucs, puis à la fin, j'hésite, et puis je lui dis, tiens, je lui donne l'attente. Ça va me coûter plus cher, mais il fallait dans les gîtes. J'en ai marre, là, de souffrir comme ça, je suis pas venu pour ça. Et je lui donne, je repars seul le lendemain, et 2-3 jours après, je vais dans un gîte complètement perdu, là, le gars me fait croire qu'il y a du monde, il me dit, je vais voir s'il y a de la place. En fait, j'étais tout seul. Et il y a une dame qui est venue, elle-même me dit, si tu n'avais pas été là, j'aurais pas osé dormir seul ici. Et cette nuit-là, je me suis réveillé en pleine nuit et je me suis dit, mais je pleurais et je me suis planté. Je suis nul. Parce qu'il faut savoir que j'avais prévu de faire le marathon de New York en 2001. Et je m'entraînais énormément, je courais beaucoup. Et je me suis dit, bon, ben, vu tout ce que je cours, marcher, ça va être une promenade de santé pour moi. Et ça n'a pas du tout été ça. Et donc, le soir-là, je me réveille, je suis en larmes et je me dis, je vais rentrer. Je vais rentrer parce que c'est pas mon truc, quoi. Je me suis complètement planté, c'est pas la peine. Et là, j'ai un coup d'orgueil. Je pense à mes copains et je me dis, c'est pas possible. Si je rentre, ils vont se foutre de moi pendant 6 mois. On était une bonne petite bande à se moquer les uns des autres. Moi, je sais que s'il y en avait un de nous qui avait fait ça, je n'aurais pas loupé. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas rentrer. Mais j'avais changé de chaussures. Donc, mais j'avais encore, comme j'avais les pieds tellement abîmés, les nouvelles chaussures, elles ne faisaient pas encore l'arrêter. Je me suis accroché et j'ai fait mon chemin comme ça. Et lui, à un moment donné, son chien s'est fait attaquer et il me parle, il me dit, tiens, ça me rappelle Bernard Olivier, ce qui lui est arrivé en Turquie avec des calgans, des chiens énormes qui sont dressés pour se battre avec des loups et des ours et tout. Et je lui dis, je sais pas, j'ai pas lu le bouquin, je sais pas qui c'est. Bon, enfin bref. Et puis donc je suis tout seul, je commence à aller dans les gîtes, je rencontre des gens, et là je me rends compte que je suis pas du tout comme dans mon ancienne vie, comme dans le quartier. Là, il y a personne qui sait d'où je viens, personne ne sait ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Il y a aucun préjugé. Et moi, les gens, je les connais pas, mais ils sont tous sympas. On partage plein de trucs, des moments de joie, de tristesse. On partage les repas. Moi qui buvais pas de vin rouge, je détestais ça. Louis m'a fait découvrir le plaisir de boire du vin en mangeant. Ça aussi, ça a été un truc. C'est en faisant le chemin que je commence à boire du rouge et à aimer ça. Et je croise de temps en temps une dame, pas très grande, ou même très petite par rapport à moi, et qui ne suis pas grand. Et je la vois, puis je la vois plus, machin, et un jour elle revient comme ça, et elle me dit qu'elle est passée par le relais du ciel. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle me dit ouais, c'était super, mais elle parlait pas beaucoup, puis j'avais l'impression qu'elle n'avait pas spécialement envie de marcher avec moi. Donc voilà, je faisais son chemin, je faisais le mien. Et on se revoit quand même de temps en temps. On échange 2-3 mots, pas plus. Et elle s'appelait Joël.
Et arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc je discute avec d'autres pèlerins, puis il y en a qui commencent à parler de la montée vers Ronceau, et j'ai compris qu'il y en avait deux qui l'avaient déjà fait. Donc je suis allé les voir, je leur dis, mais vous pouvez me dire comment c'est, parce que si je les écoute, là je vais aller acheter un piolet, des chaussures d'escalade, des bouteilles d'oxygène. Les gens étaient vraiment dans des délires là. Et le gars me dit non, non, mais vas-y tranquille, tu verras, ça va le faire. Et ça l'a fait. Mais Joël, entre-temps, elle vient me voir et elle me dit, est-ce que ça me dérange si je passe avec toi, parce que je me sens pas d'y aller toute seule. Je dis, ouais, ok. On passe ensemble. Et finalement, bah, on s'est bien entendu tellement bien qu'on est allé jusqu'à Compostelle, etc. Et je ne sais plus pourquoi, elle a commencé à me parler, elle aussi, de Bernard Olivier. Et elle me dit, bah, écoute, si tu veux, moi j'ai une amie qui a marché avec lui quand il a fait le chemin en partant de Paris. Et si tu veux, je te le présenterai. Ok. Et quand on est allé jusqu'à Pistera, donc on est arrivé à Compostelle le jour de la Saint-Jacques, c'est le truc que je ne referai plus jamais de ma vie. Et donc quand je suis arrivé à Compostelle, ça a été... moi j'ai tout le temps la même image, c'est que la cathédrale, en haut, il y a un Saint-Jacques, et je le fixe tout le temps quand j'y vais. Je le fixe et il y a tout mon chemin qui me revient. Et cette fois, c'était la première. Donc, je venais du puits. Et évidemment, j'ai les larmes qui coulaient parce que je me suis dit, avec tout ce que j'ai enduré, il y a plein de trucs, c'est marrant parce que ça fait un peu comme on dit, on a eu notre vie défilée. Et là, c'est le chemin qui est pas. Le chemin est passé à vitesse, se branler dans mon esprit. J'ai vu plein de trucs, des galères, des bons moments et tout. Et j'étais fier de moi. C'était tellement rare. Peut-être que c'était la première fois de ma vie, j'étais fier de moi. Je me dis, je l'ai fait. Putain, je l'ai fait. Avec tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai bavé, mais je suis là. Et je continue. On était un petit groupe. Il y avait un petit groupe qui s'était formé là, de différentes nationalités, finlandais, hollandais, français, luxembourgeois, espagnols, autrichiennes, un japonais à la fin. Et on est allé à Pistera. On est allé à Pistera et ça a continué encore les partages. Et le truc, c'est que je me disais, mais c'était super, mais là, je vais rentrer, je vais retourner. Parce que je n'ai pas trouvé les réponses, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Finalement, c'était la grosse question de toute mon existence. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je n'avais pas la réponse. Ça voulait dire revenir, rentrer en Moselle et être encore dans cet état d'esprit pourri, quoi. Donc j'ai traîné, j'ai énormément traîné. Je suis allé marcher au Portugal, je suis allé me balader, je me suis pris des vacances. Si bien que j'ai revu, un mois après, je suis allé à Compostelle et je vois deux dames, 80, 82 ans, que j'avais vues en France. Je voulais marcher avec elles parce qu'elles étaient vachement sympas, mais elles marchaient à 2 km/h, c'était impossible pour moi. Alors je leur ai dit, bon, vous êtes gentils, mais moi je peux pas. Là, je suis en train de me casser les pattes. Et donc, quand je reviens un mois plus tard, je les vois arriver à Compostelle. Et elles me regardent et me disent, tu vois, on t'avait dit qu'on y arriverait. Et je me suis dit, bon, ça c'était une sacrée leçon de ténacité. Et j'avais sympathisé avec un patron d'un bar à Compostelle. Le bar s'appelait Soleil Séville. Le gars était un musicien. En fait, quand les autres sont rentrés à l'auberge, moi j'ai entendu des percussions et à l'époque j'en jouais un peu. Et je leur ai dit, ben, je vais y aller, je vais rentrer parce que j'ai toujours du mal. Même quand je marche beaucoup la journée, je n'arrive pas à dormir tranquillement ou aussi vite que les autres. Et donc je vais dans ce bar, je sympathise avec le gars et Tony. Et on a tellement sympathisé, je sais pas, il m'avait à la bonne. Il m'a fait acheter un djembé, un énorme djembé qui est là. Et donc Tony, j'ai acheté le djembé, j'avais quand même pas mal dépensé d'argent, si bien que mon banquier à un moment donné, il a dû se dire, je vais quand même lui rappeler, j'avais oublié de montrer Joël. Ben voilà. Et ma carte bleue est avalée. J'ai mis dans le distributeur, carte bleue. Et heureusement, j'avais mon billet de bus. J'avais mon billet de bus pour rentrer. Et donc mon sac. Je dis à Tony, écoute, là, c'est fini, j'ai plus d'argent. Demain, il me reste comme boire un café, puis je prends le bus pour rentrer. Et je suis reparti à la gare routière le lendemain avec mon sac à dos, mon bâton et mon djembé qui est énorme. Je l'avais enroulé dans une couverture et je l'avais sous le bras. Et donc, pendant tout le voyage, ah oui, avant qu'on parte, il y avait un couple là et la dame, elle n'arrêtait pas de me regarder. Alors j'étais jeune, vous avez vu que j'étais très svelte, j'étais bien bronzé et tout, un beau gosse. Et je me suis fait un film, je me suis dit, elle est en train de flasher sur moi. Et au bout de 10 minutes, elle vient et elle me dit, ça fait un moment qu'on te regarde et on te demande comment tu as pu marcher avec ce gros truc sous le bras. Et alors, je lui explique, elle s'appelait Laurence, elle marchait avec un copain qui s'appelait Laurent, et on fait le voyage ensemble. Et là, je leur dis, je leur raconte mon chemin, ils me racontent leur, et on parle de plein de trucs. Et pendant tout le voyage, je me dis, mais bon sang, à pied, si on n'a pas de problème particulier, on peut aller partout. C'est un truc de fou.
Et pendant 18 heures, on est arrivé à 4 heures du matin au lieu de 3 heures à la gare routière de Toulouse. Quand je descends du bus, il y a Laurent qui m'avait rien dit auparavant et il me dit il y a un copain qui nous attend, tu devrais discuter avec lui. Et effectivement, quand je descends, il y a un gars qui est là et je lui parle que tu as un projet, si tu veux m'en parler. Et le mec me dit ouais, effectivement, je prépare une marche pour ça s'appelle Marche Ensemble. Ça, symboliquement, ça réunirait un chrétien, un musulman, un juif, et on partirait de Jérusalem pour aller à Compostelle. Et moi, je fais waouh, j'ai ce truc là. Alors je lui dis, moi, je suis pas musulman, je suis né de parents musulmans, mais mes croyances, elles sont pas liées à l'islam, ni à une autre religion. Je suis beaucoup dans la spiritualité. Il me dit, mais tu sais, moi, je passe pas tous mes dimanches à la messe. C'est une symbolique. Et il me dit, bon, tu réfléchis. Quand prends ta décision, tu me le diras. Et le lendemain, je l'ai rappelé. Et voilà, j'avais oublié de montrer lui. Le lendemain, je l'ai rappelé et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais toi. On est donc en 2001. Et quand je suis rentré, j'ai refait un courrier à mon patron en lui disant, en fait, je ne vais pas revenir parce que je pars pour Jérusalem. Et tout le temps, ça me revenait ce truc de dire à pied. Et là, on s'est embarqué dans une histoire, mais le chemin, ça a été une révélation pour moi. Ça m'a appris des petits trucs. Pour d'autres, c'est des petits détails, mais il y a des gens qui arrivent facilement à prendre les gens dans leurs bras. Moi, c'était pas mon truc. Prendre un homme dans mes bras ou qu'un homme me prenne dans ses bras, c'était pas ça. Je n'étais pas à l'aise. Et avec les femmes que je connaissais pas, pareil. Mais là, j'avais appris ça sur le chemin. J'avais appris le partage au quotidien avec des gens qu'on connaît pas. Et puis, j'avais vu quand même que les gens, sans le vouloir, ils répondaient à des questions qu'on se posait, enfin, que je me posais. Et moi, sans le vouloir, je répondais à des questions que je posais. Et là, je me dis, mais on s'embarque dans un truc. Et on est parti. Et avec voilà, Richard, qui avait monté le projet, et avec cette symbolique qui était de garder la naissance à l'est, donc partir de Jérusalem et finir à Fisterra, mourir à l'ouest. Et là, ça a été une aventure humaine, mais c'est une autre dimension. Là, on a traversé une quinzaine de pays et on a eu quelques frictions, avec quelques petits problèmes, mais on a rencontré un connard normalement, on partait pour 1 an. Et finalement, on s'est rendu compte que ça allait être trop court. On en multiplie quasiment par 2. Et partout où on passait, les gens étaient, qu'ils étaient chrétiens, juifs, musulmans, athées, n'importe quoi, bouddhistes. Tout le monde voulait qu'on arrive au bout de notre projet. Donc chacun avec ses moyens, moi, à ma manière, je vais t'aider. C'était, on nous donnait un peu d'argent, on nous donnait à manger, on nous hébergeant. On a dormi, en 22 mois, on a dormi 2 fois sous tente, tu vois, et 1 fois dans une gare routière en Italie. Mais sinon, on a toujours été hébergés. Et là, je retrouvais toute la magie du chemin avec les partages, avec des gens qui nous, parfois étaient vraiment misérables, parfois étaient très très riches, mais l'accueil c'était toujours le même. Et souvent, la même phrase revenait, c'était ici vous êtes chez vous. Donc il y en a qui nous laissaient, je me rappelle d'un Kurde en Turquie qui nous avait laissé les clés de son appart, lui il allait à la fac, il venait juste de nous rencontrer un quart d'heure avant, ouais, il nous laissait les clés. Et donc il y a tout cette force là des rencontres avec les gens, avec différents pays évidemment, et mais il manquait toujours un truc. Pour moi, hein, il y avait tout le temps un truc qui j'étais pas sur le chemin. On y était, hein, c'est un chemin tracé, on l'avait fait, on s'était dit bon, on passe par tel endroit, mais et en fait, il a fallu qu'on arrive sur la voie d'art pour que là déjà je commence à ressentir d'autres choses. Et quand on est arrivé en Espagne, quand on est arrivé en Espagne, là ça a été, voilà, là je suis sur le chemin. Et je retrouvais tout l'Espagne avec ses paysages, les paysages arides comme j'aime bien, avec ces longues étendues, des fois c'est des longues lignes droites, et puis réentendre parler espagnol, retrouver l'ambiance dans l'Égypte. Et tout ça, c'est bon là on était dans une autre démarche. Du coup ça a fait venir beaucoup de monde autour de nous. Alors, on s'est retrouvé à un groupe de, on a fini, on était 21 ou 23 je crois. Mais il y avait ce truc-là que j'avais retrouvé qu'en Espagne. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que pour moi, le chemin il était en Espagne. Dès la première fois, et je sais pas pourquoi. Et encore maintenant, quand je marche en France, je m'éclate à fond.
mais il manque un petit truc. À chaque fois, il manque ce petit truc-là qui fait que, et là, avec la période qu'on est en train de vivre, encore hier, voilà, j'étais ému en voyant un reportage qu'un ami Facebook m'a envoyé, et je me dis, j'ai tellement envie d'y aller, quoi. Tellement envie d'aller en Espagne, envie d'arriver à la cathédrale, parce qu'il y a ce truc-là qui, sur le chemin, je suis plus moi-même. Ouais, je suis un autre gars. Je suis un autre gars. Et à chaque fois que je mets mon sac à dos, quand je le clipse, c'est comme si je rentrais je devenais quelqu'un d'autre. Et j'adore ce truc-là. J'adore parce que c'est physique et c'est mental. Mon état d'esprit change et quand il change, il devient encore meilleur. Et évidemment, quand on a de bonnes pensées, beaucoup plus de bonnes choses nous arrivent. Et j'ai tout le temps cette envie maintenant, je le vis moins fort parce que je pars en hiver, donc il y a très peu de gens sur le chemin. Et par contre, à chaque fois, que ce soit après la mort de mon père, je suis allé à Assise, mais on a marché sur le Camino Mozarab, mais en fin d'année. Mais sinon, tous les chemins que je faisais à la haute saison, c'était, ça reste toujours la plus belle aventure humaine, quoi. Les gens sont tellement, eux, sont tellement eux-mêmes, sont tellement. On est tous dans un truc là, on vit avec nos espoirs, avec nos peines, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas comme ailleurs, quoi. Et les copains, parce que moi, il n'y a pas beaucoup de gens dans mon entourage avec qui je pouvais partager ce que je vivais sur le chemin. Maintenant, il y a des copains qui ont changé, qui ont envie de le faire. Mais quand un copain me disait, mais c'est un chemin de randonnée, c'est un chemin de randonnée. Et en fait, j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Quand les gens me disent ça, c'est parce que tant qu'ils ne l'auront pas fait, ils ne pourront jamais comprendre de quoi on parle. Donc ça, c'est clair. Donc, je ne perds pas de temps. Si un jour la vie l'amène à le faire, tant mieux. Sinon, bah, ça va passer à côté de quelque chose qu'il n'aurait même pas imaginé. Et faire le chemin, c'est devenu, ouais, c'est comme beaucoup, c'est une addiction. C'est un truc qui fait que je peux pas passer. Ça me fait voyager. Et ça me fait aller. Quand je disais tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, aux religions. C'est parce que je me pose toujours plein de questions sur la vie, sur les rapports entre les êtres humains. C'est pour ça que j'aimais bien, quand j'ai pu prendre des cours, j'allais les sciences humaines parce que ça m'intéressait, la psychologie, la sociologie. J'ai toujours aimé voir les gens comment ils fonctionnent. Et sur le chemin, c'est génial. Il y a tellement de gens qui viennent avec des histoires, ils sont fracassés, ils ont un parcours de vie des fois qui est très lourd, très très lourd. Parce que je pense qu'on est tous, à un moment ou à un autre, on est tous prisonniers de quelque chose. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur famille, il y en a qui sont prisonniers de leur quotidien, il y en a qui sont prisonniers de leur couple, même s'il n'y a pas de problème relationnel. Mais on peut être prisonnier. Moi, c'était mon cas, j'étais prisonnier de moi-même. J'étais tout le temps en lutte avec mes vieux démons et j'avais l'impression que ça ne finirait jamais. Et le fait d'être arrivé à Compostelle la première fois et de ne pas avoir eu certaines réponses, ça m'a un petit peu déçu. Je pensais que ça y est, tout allait s'ouvrir et que j'allais revenir. Je saurais quoi faire comme travail et tout. C'était idiot. Mais bon. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je partais, il y a tout le temps une démarche spirituelle. Moi, je crois en Dieu, pas au sens où on nous l'a appris, mais je crois, et on peut l'appeler autrement que Dieu, mais je crois qu'il y a quelque chose qui fait que on est tous liés les uns aux autres. Ça peut paraître bateau comme ça, mais moi, je pense qu'on est profondément liés les uns aux autres. Il n'y a que en collaborant, en s'aidant qu'on peut aller vers quelque chose de mieux. C'est pas en tirant dans les pattes. En plus, on nous éduque depuis tout petit, tout le temps dans la compétition, être meilleur que celui-là ou celle-là, etc. Sur le chemin, j'aime bien retrouver ça. Que le but, c'est qu'on soit un maximum à arriver à l'étape, à arriver à Compostelle. Et j'ai plein de souvenirs comme ça d'un gars en Espagne qui portait 4 copains, deux devant, deux derrière, chacun qui corps, mais qui passait par le chemin comme nous. Et des personnes très âgées ou des personnes fortement handicapées. Et tout ça là, à chaque fois, il y avait quelqu'un pour tendre la main à quelqu'un d'autre. On laisse personne sur le chemin. Il faut arriver ensemble. Et j'aime bien cette idée c'est vraiment de l'humanité.
Ouais, c'est vraiment d'humanité. Et à chaque fois que je suis sur le chemin, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, c'était, je crois que c'est cette année, je me suis dit, des fois je partais, je cherchais Dieu. Parce que ça veut dire, j'en sais trop rien, mais je cherchais Dieu. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, finalement, à chaque fois que je vais sur le chemin, je me retrouve moi-même. Et comme certains disent que Dieu est en chacun de nous, je me dis finalement, c'était peut-être ça le truc, c'était de me retrouver moi-même, et à travers moi, retrouver la part de l'esprit avec un E majuscule. Et, euh, et je trouve que ça, moi, ça me rend meilleur. Aller sur le chemin, ça me rend meilleur. C'est pas juste au niveau de la santé, mais dans le rapport aux autres. J'aime bien avoir ça me renvoie une image de moi que j'adore. Et, et au fur et à mesure des chemins donc, que j'ai fait, c'était pareil. Ok, on a fait Jérusalem-Compostelle, c'était génial. Et le problème, c'est que moi, quand je suis revenu, j'ai plus réussi à retrouver du travail. Donc, ça a été vraiment la grosse déprime. Et les gens me disaient, les entretiens, on me disaient, c'est génial ce que vous avez fait. Et puis au final, on me faisait parler là-dessus pour à la fin me dire, bah, on n'a rien pour vous. Super. Après, j'ai carrément arrêté d'en parler. J'ai un peu trafiqué mon CV là pour pas que, parce que ça me faisait un énorme trou entre la préparation du projet, la marche en elle-même et le retour, où on faisait des présentations. Ça m'a fait un trou de quasiment 5 ans sur le CV. Comme je suis un très mauvais menteur, j'arrivais pas à inventer une histoire qui pourrait combler ces 5 ans. Et donc, là, je me suis retrouvé au chômage et dans une misère pas possible. Et j'étais à Paris et j'avais passé un an à Paris. Et le hasard a voulu que j'ai revu Joël, donc cette dame là dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle m'a présenté, elle a tenu sa promesse, elle m'a présenté Bernard Olivier, que je suis allé voir à une conférence. Et donc Bernard, lui, il avait fait le chemin quand il s'est retrouvé à la retraite. Il avait vécu une période très difficile, il avait perdu sa femme. Quand il s'est retrouvé à la retraite, il avait envie de se foutre en l'air. Et il a fait le chemin en partant de Paris. Il n'était pas spécialement branché. Je ne sais pas ce qui l'a amené à le faire, mais toujours est-il qu'il a fait le chemin et il a rencontré des Belges qui marchaient avec des jeunes, des ados. Et c'était une association belge qui faisait marcher des adolescents qui avaient eu des problèmes avec la justice. Et il a l'idée de faire ça en France. Et il fait cette association Seuil. Et moi, je suis au chômage, je déprime à mort, je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. Et je rencontre Bernard qui me dit postule, tu dis qu'on s'est parlé. Et donc c'était en 2006. Et à Paris, j'étais pas spécialement heureux, c'est pas du tout mon truc, moi, les grosses villes comme ça. Mais je passais beaucoup de temps au siège de Seuil. Et un jour, il y a eu pas mal d'entrevues, etc. Mais un jour, j'ai été recruté et je suis parti avec un petit jeune pendant. Et c'était la première fois qu'il mettait les marches, qu'ils appellent des séjours de rupture, sur le chemin de Compostelle. Alors pour moi, c'était tout bon, quoi. Je faisais le chemin, j'ai essayé de rendre service à un gamin, et en plus, j'étais payé. Donc, je suis parti avec ce petit jeune là qui avait 15 ans, et Bernard était mon responsable de marche, donc c'était génial. On est devenus amis et tout. Et je remplis cette mission. C'était pas facile, pas facile. Le petit jeune, c'était un jeune noir qui acceptait pas d'être noir. Je vous laisse imaginer quand on est gamin, adolescent, déjà les problèmes qu'on a avec les hormones qui s'agitent dans tous les sens, le mental qui est crise d'ado, quoi. Et plus ça, c'était dur. Il m'a fait bien baver pendant 3 mois. Mais il y a un truc j'aime bien raconter cette anecdote. C'est toujours pour en revenir à ce que le chemin m'a apporté. On était, il m'avait pris la tête. Normalement, au bout d'un mois, la relation change avec le jeune et l'adulte, entre le jeune et l'adulte. Mais moi, c'était pas du tout ça. Il m'a fait chier jusqu'au bout. Et il était tout le temps à péter un câble. Enfin bref, un jeune, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis accroché, et tellement accroché que je lui dis, un jour, on est à Ponferrada, et on discute, et puis s'il voulait arrêter de marcher, il fallait qu'il fasse un courrier au juge, et que le juge réponde. Mais en attendant la réponse du juge, le jeune doit continuer à marcher. Et donc, moi, on est à l'auberge à Ponferrada avec lui, et je sais plus, il me prend la tête encore sur un truc à la con, là. Et je lui dis, je me surprends, on est tous les deux dans la chambre, il n'y a que nous. Et je me surprends à lui dire, écoute, que tu le veuilles ou non, je vais t'emmener à Séville. Parce on est parti de Roncevaux, on faisait Roncevaux-Compostelle, Compostelle, on redescendait à Séville par la Via de la Plata à l'envers. Et donc, je lui ai dit que tu le veuilles ou non, je t'amènerai à Séville. Et je veux que tu aies ça inscrit dans ton parcours de vie, je veux que tu aies ça inscrit dans ton âme. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Et il m'a regardé avec des gros yeux comme ça. Il est sorti de la chambre. Et quand je me suis retrouvé tout seul,
je me suis adressé à Dieu. C'est pas du tout mon style. Et j'ai dit, écoute, je vais prendre sur moi, le petit con, là, je vais le ramener jusqu'au bout, je vais tenir le coup, je vais le ramener au bout. Par contre, tu me donnes un truc, tu me donnes quelque chose en échange. C'est là que j'ai su qu'on pouvait négocier avec tout le monde, même avec Dieu. Et voilà, je lui dis, j'estime que ce que je fais là, ça mérite quelque chose en contrepartie. Et on continue notre marche avec le petit jeune. Et dans le projet, il faut qu'il y ait un jour où il marche tout seul. C'est parce qu'on veut les amener à être en autonomie, à être autonome, pardon. Et donc un jour, on part de Tria-Castella. Et comme j'ai déjà fait le chemin, je lui dis, toi, tu vas passer par Samos, il y a un beau monastère. Moi, je l'ai déjà fait. Et moi, je vais passer de l'autre côté, par la crête, et on se rejoint à Saria. OK, donc il part. Moi, j'arrive avant lui à Saria. Et à Saria, tous les pèlerins montent pour aller dans les auberges. Là, il y a les escaliers. Donc, je me dis, je vais me mettre là, je ne peux pas le rater. Alors, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, il n'est toujours pas là. Et je vois des pèlerins que je connais, que je reconnais. Et je leur demande, vous n'avez pas vu mon petit jeune? Non, non. Et puis arrive une pèlerine que j'avais vue, je savais qu'elle le connaissait. Donc pareil, je lui dis, mais tu n'as pas vu le petit jeune avec qui je marche? Elle me dit non. Et puis on discute pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après, parce que moi, ça y est, je m'étais douché et tout, j'étais prêt. Et je dis, bon, ben, je vais faire demi-tour et puis je vais aller à sa rencontre, je vais voir. Donc la pèlerine, elle part. Moi, je redescends les marches, je prends le chemin à contresens et je tombe sur mon petit jeune qui était avec un jeune pèlerin allemand qu'on avait vu plusieurs fois, il s'entendait bien. Et il m'explique, il me dit, Herbert, il m'a payé la visite du monastère, c'est pour ça que j'ai mis plus de temps. Je dis, ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Et voilà, et on fait notre truc. Je fais la marche. J'ai fait la marche, je l'ai ramené, tant bien que moi, je l'ai ramené à Compostelle. À Compostelle, il m'a pété un câble. Et il a explosé je ne sais combien de fois en allant sur Séville parce qu'on prenait le chemin à l'envers. C'était très mal balisé à l'époque. On avait un guide en espagnol qui n'était pas très précis. Et puis moi, je captais rien l'espagnol à l'époque. Et j'ai arrivé à le ramener à Séville. Alors on est rentré ensuite à Paris. J'étais content de me retrouver seul, de souffler parce qu'en fin de compte, je faisais la police 24/24 pour 3 mois. C'est long et c'est lourd. Des fois, c'était très lourd. Et il y avait une dame, il y a des gens qui faisaient des co-accompagnements avec nous, qui voulaient être accompagnants. Et ils étaient testés en marchant une semaine avec nous, et une semaine avec le binôme qui était derrière. Et il y a une dame, Marie-Hélène, qui avait marché avec nous. Quand on est arrivé, on a fait Porto Marine, Compostelle. Et un peu après. Et quand elle est rentrée à Paris, on est resté en contact. Et l'année d'après, donc moi j'avais quitté Paris, et l'année d'après, je me suis retrouvé au chômage. Là, ça a été le grand plongeon. Hein. Et on est en 2007. Ouais. Et elle m'appelle et elle me dit, tiens, je vais te passer quelqu'un que tu connais. Et j'ai eu le petit jeune au téléphone. Il était tout timide et tout. Et bien, le petit jeune là, qui avait 15 ans, qui était déscolarisé depuis l'âge de 11 ans, il faisait une formation. Et alors, moi, je me suis dit, quand même, je n'ai pas marché pour rien, ça valait le coup de s'accrocher. Et je lui ai dit, tu sais, tu te rappelles, je suis arrivé avec une dame, marcher ensemble. Oups. Eh bien, cette dame, c'était donc la fameuse pèlerine que vous voyez sur la photo, c'est ma chérie, et je suis avec elle depuis qu'on s'est rencontrés. C'était elle, la fameuse pèlerine à qui je demandais si j'avais vu mon petit jeune, et on est arrivé à Santiago ensemble, et puis l'année d'après, on est sortis ensemble, et maintenant on vit ensemble depuis 2008. Et on arpente aussi les chemins ensemble. J'arrive pas encore à la baratiner assez pour qu'elle marche de nuit ou dans la neige, mais je baisse pas les bras, on sait jamais. Voilà, ça a été un autre cadeau du chemin, un autre super cadeau. Mais je suis toujours resté avec mon gros problème de qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnellement. Surtout que là, j'avais enchaîné des mois de chômage. Et vraiment, psychologiquement, là, j'ai compris, j'étais resté 1 an, je crois, au chômage. Là, j'ai compris que c'était vraiment une machine à broyer. C'était horrible, horrible. Mais à un moment où je croyais pas du tout rencontrer quelqu'un, je rencontre François, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé moralement, financièrement, à remonter la pente. Parce qu'un an après, j'ai fait une formation, je me suis mis à mon compte dans l'informatique. Et il se trouve qu'en 2008, il y a des petites jeunes qui avaient marché avec nous quand on venait de Jérusalem, qui m'écrivent et me disent on voyage beaucoup, si tu veux voir nos photos, il faut aller sur Facebook. Et moi, c'est pas mon truc, ça, j'ai pas envie. Mais en même temps, je les aimais tellement, ces petites jeunes là, que je me suis dit, bon, allez, je vais m'inscrire. Je me crée un compte Facebook, et puis au fur et à mesure, j'y allais très peu. Hein. Je regardais juste leurs photos, et au fur et à mesure, je ne sais plus comment c'est venu, quelques années plus tard, où je m'intéressais plus. Et là, j'ai vu aussi que je pouvais suivre
non seulement j'étais à nouveau en contact avec des gens que j'avais vus dans les pays qu'on avait traversés en venant de Jérusalem, et je faisais la connaissance de pas mal de pèlerins et pèlerines, des accros du chemin. Et j'ai vu un certain, on est devenus amis, dont un, je me rappelle oui, parce qu'il m'avait, j'étais allé assis, j'étais arrivé dans une auberge, puis la dame, elle a eu la bonne idée de mettre mes chaussures dans le sèche-linge. Ce qui fait que j'ai perdu 2 pointures. J'ai marché que 5 jours avec, je me suis foutu les pieds en l'air, c'était horrible. Et le pèlerin en question, là, de Facebook, il dit, moi, je pense que tu devrais rentrer. Et être raisonnable. Et moi, je me suis dit, hors de question que j'arrête. Ah, des fois, je suis pétu. Et j'ai fini une journée en tongs. Et après, je réussis à retrouver un magasin où je me suis racheté les pompes que j'avais avant de partir. Et la dame, je n'ai rien dit parce qu'elle avait été vachement sympa. Ça partait d'une bonne intention. Et ce pèlerin, là, bon, bref, je lui dis, je pars chez moi, pas question. Et je fais mon chemin jusqu'à Assise où j'ai eu la surprise. Françoise est venue me voir avec mon ami Maurice, le Québécois. Parce que là, je suis obligé d'ouvrir une petite parenthèse. Le chemin, il m'a fait aussi énormément voyager. Les images que vous avez vues au début, quand Richard est devant les panneaux, puis moi je suis dans le désert du Wadi Kelt, c'est des trucs dignes d'Indiana Jones. Moi, dans ma vie, je me disais, mais c'est ça dont j'avais envie. Voyager, voir des paysages comme ça. Et en 2010, eh ben toujours le chemin. Il se trouve que Richard était hospitalier à Conques et qui a fait la connaissance de Nicole et Maurice, nos amis québécois. Et Nicole a fait, elle s'est dit, il faut les faire venir. Elle dit à Maurice, on va les faire venir au Québec. Et ça nous a embarqué dans une aventure de 3 semaines où on a sillonné le Québec en voiture, pour présenter notre marche pour la paix. Et de là, il y a eu des amitiés qui sont nouées, des gens que j'ai pu retrouver sur Facebook en plus. Et je me rappelle, parce que là, comme vous êtes des Québécois, il faut que je le raconte. Je me rappelle que dès qu'on est arrivé au Québec, donc je savais encore pas ce que je voulais faire professionnellement. Mais je dis à François, écoute, si je trouve un truc ici, moi je suis prêt à tout quitter à venir là. J'étais tellement bien. Puis Nicole et Maurice nous avaient accueillis comme si on se connaissait. Avec Maurice, ça a été très vite à table. Hein. Après quelques verres, on était les meilleurs copains du monde. Et donc je dis à Françoise, moi je suis prêt à venir ici. Bon, je me dis, ah bon, ouais. Sauf qu'après, je suis revenu au Québec en hiver. Et là, je dis à Françoise, jamais de la vie, je pourrais vivre ici. Jamais de la vie, c'est impossible. Tu imagines 7 mois d'hiver, ça caille, il fait des moins 30. Et moi, j'adore. À cette période-là, je ne marchais pas encore dans la neige, tout ça, mais j'adore toujours, mais à cette période en particulier, j'ai toujours adoré le soleil. J'adore la canicule. Quand il fait 40 degrés, je me mets torse nu, je marche et je m'éclate. C'est un truc, plus il fait chaud, autant je déteste ça quand je suis à la maison ou dans la boutique, je dégouline de partout. Mais quand je suis avec le sac, que je marche, plus je marche et plus j'ai la pêche. C'est un truc. Et donc là, l'hiver québécois m'a fait comprendre que non. Mais on rencontre plein de gens. Et la fois d'après, on est retourné en 2011 et ça a été d'autres partages. Parce que là, ça c'était en 2010, mais on y est retourné en 2011 et j'ai pas retrouvé les photos parce qu'on avait passé du temps avec l'association du Québec à Compostelle. On avait fait, je me rappelle notamment d'un week-end dans un chalet inoubliable. Voilà, j'ai la tête comme ça le lendemain parce que on est resté longtemps en table, mais très longtemps. Et c'était une initiation à la raquette. J'avais le cœur j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine tellement j'étais essoufflé. Wow. Et le temps passe, mais voilà, on reste un petit peu en contact. Et ça, c'était une autre petite parenthèse. Comme je délire beaucoup sur les brochettes verticales de Cahors, j'ai complètement oublié ça. En cherchant mes photos, ça c'était au Québec. Des espèces de brochettes verticales, je ne sais pas ce que c'est exactement, pour me dire. Et donc, en restant en contact avec, ça c'était au Québec, à la ville de Québec. Et voilà. Un jour, j'ai la belle surprise de voir arriver à Cahors ce beau monde. Et Françoise était dans la confidence, Nicole aussi. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Et donc, Johan m'avait proposé de venir manger avec eux. Et on a fait ça. Et puis pendant le repas, voilà, on m'avait demandé quelque chose. Est-ce que tu voudrais être l'ambassadeur en France pour l'association du Québec à Compostelle? C'est pas que c'était inattendu, c'est que moi, ça m'a tellement touché que déjà j'étais ému, mais
Ouais, j'étais fier. J'étais fier. Parce que je suis rarement fier de moi, et là, je l'étais. Ce qui fait que, évidemment, j'ai accepté, voilà, et ça me fait des souvenirs extraordinaires. Mais pour en arriver là, il a fallu que un petit coup de pouce de Facebook. C'est fou, hein, alors que je voulais pas y aller. Un jour, j'ai une demande d'un gars qui est sur Facebook qui me demande si je peux lui faire un devis pour une boutique en ligne. Il a une idée et il veut louer des chaussures. Une idée un peu bizarre, mais moi j'accroche tout de suite. Et ce gars, vous n'avez compris pas, c'est Serge. Donc je lui fais un devis, il accepte et on doit se rencontrer. Donc avec Françoise, on vient à Cahors et le courant passe tout de suite. Mais moi, j'ai vraiment accroché son idée. Donc je lui dis, écoute, j'aimerais bien investir avec toi, m'investir et être autre chose. Je veux pas juste être le gérer le site. Donc il me dit, écoute, on commence comme ça et puis après on verra. Et donc ça a commencé par une boutique en ligne et puis Serge qui a tout le temps le cerveau qui travaille, qui a tout le temps des idées, il me dit, un jour il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai envie de passer la vitesse supérieure et ouvrir une boutique physique. Mais pour ça, il me faut un mec en qui j'ai confiance, qui a fait le chemin. Et je dis OK, tout de suite, évidemment. Sauf que je lui dis, mais Serge, moi je suis un très mauvais vendeur. C'est pas du tout mon truc. À la limite, vendre quelque chose pour quelqu'un, oui, mais quand c'est pour moi, je n'arrive pas. Alors, je ne sais pas paratiner, c'est pas mon truc. Et il me dit, non, mais moi je te demande pas d'être vendeur, je te demande pas de paratiner. Je te demande juste d'être toi-même. Tu restes toi-même et ça va le faire. Et je me suis retrouvé donc à la boutique. Et quand tu m'as fait la proposition, j'ai dit à Françoise, écoute, voilà ce que Serge me propose, et il faut que j'accepte. Alors, elle avait le mauvais rôle, parce que moi, ça voulait dire que moi, on vivait à La Rochelle. Ça voulait dire que je pars de La Rochelle, passer 2 tiers de l'année à Cahors, et qu'elle vient me voir de temps en temps. Donc, ça fait beaucoup de kilomètres, plus ces kilomètres qu'elle fait pour aller voir sa mère qui habite dans la direction opposée. Et, mais je lui dis, écoute, tu me connais, si l'informatique, j'aimais bien, mais déjà, j'avais du mal à me faire une bonne clientèle. Et je venais de commencer à avoir un salaire à peu près régulier. Et ça faisait 10 ans. Et là, je lui dis que je pars. Donc, je comprends qu'elle a bien les boules, qu'elle est triste. Et je lui dis, si j'y vais pas, je me connais, je suis ici, je vais m'éteindre tout doucement. Comme une bougie, je vais m'éteindre. Je me connais. Et là, tu vas pas aimer le mec que tu vas voir. Et donc, elle me dit, OK, vas-y. Et là, j'ai mis le pied dans un univers que j'aurais jamais imaginé. C'était la 4e dimension, la boutique. C'était fou, quoi. La Serge m'avait fait m'a offert un cadeau, m'a offert ça sur un plateau d'argent. Donc, pour moi, c'était déjà normal de m'investir et puis de bien bosser, quoi. Parce qu'il fallait que ça tourne. Mais en je sais pas si je peux peut-être même dire quelques jours, j'ai complètement changé. Même moi, je me connaissais plus. Je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça. C'était pas juste de la vente, c'était comment je me sentais bien. Tellement c'était, je vivais, puis et très vite je me suis dit voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai enfin la réponse à cette putain de question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça a été crescendo tout le temps. Je comptais pas mes heures. J'avais pas l'impression de travailler. Moi, j'ai l'impression de m'amuser. Quand on me demande, je dis moi, je suis animateur de boutique. Je suis pas un vendeur. J'anime une boutique. Et je me redécouvrais, je me découvrais des choses que je connaissais pas chez moi. Et c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Il y a des fois, je me réveillais, je me dis, c'est magique ce qui m'arrive. Et je découvre, le truc, c'est qu'en contrepartie, je peux plus partir à la bonne saison. Et ça, c'était, là, je redoutais un peu. Mais je me disais, est-ce que je vais supporter de voir les gens faire le chemin, partir et moi rester sur place? Et en fait, c'est très bien passé, très très bien passé. Très vite, j'ai vu que ça me faisait pas, j'avais pas de regret, j'avais rien. Mais en plus, c'était même plus fort que ça, c'était que les gens partageaient leur chemin avec moi. Et donc ça, c'était génial de voir. Je revivais ce que j'avais vécu moi. Les gens qui ont les yeux qui brillent, c'est leur premier chemin, ils se redécouvrent, voilà, tout ce que j'avais vécu, ils le vivaient, je les écoutais, puis je me suis dit, je me recommande la première fois. Et les fois d'après, le chemin, ce qu'il apporte à chaque fois. Et donc après, j'avais
comme je ne suis pas quelqu'un qui fait du rentre-dedans pour vendre à tout prix, il y a des gens qui pouvaient rester 2, 3, 4 heures. On discutait, je leur offrais un café, on discutait. C'était juste histoire d'échanger. Et donc, je pouvais rester des heures pas possibles la journée. Je venais ouvrir avant l'heure, le matin, parce que je me suis dit, je suis trop bien. Dès que je rentrais dans la boutique, clac, c'était comme quand je disais tout à l'heure que je mettais mon sac, je donnais à quelqu'un d'autre. Ben là, je donnais à quelqu'un d'autre. Et je me suis rendu compte, c'est tellement fort que quand on finit la saison, je suis content parce que je suis rincé, je suis vraiment sur les genoux. Je suis fatigué, puis j'ai besoin de marcher aussi. Et je me suis rendu compte que dès qu'on finit la saison, ben, quand je retourne, là, je suis chez moi. Je suis juste au-dessus de la boutique, mais je suis plus le même. C'est pas le Madi qui est survolté, qui vit à fond, quoi. Et vivre ça avec les gens qui viennent et chacun avec ce que je retrouvais sur le chemin. Les gens qui viennent avec des drames, qui viennent avec de gros espoirs, qui viennent avec la maladie, les gens qui partent pour la première fois de leur vie, qui passent à la retraite et ils ne savent pas trop comment faire et qui se lancent. Et puis les femmes, moi, c'est un truc, ça m'épate tous les ans, quoi. Il y a des femmes que j'ai vues chargées d'une manière incroyable, et avec des sacs énormes. Elles n'étaient jamais parties marcher et j'ai le souvenir de Corinne qui était partie de Paris, et que, je ne sais plus si c'était de Paris ou du côté du Puy, mais qui en avait bavé. Elle avait dû s'arrêter une première fois, l'année d'après elle avait repris, où elle s'est arrêtée, elle était encore blessée, elle est repartie, elle arrive ici chargée comme un mulet, et je dis, mais c'est incroyable, elle arrive à Compostelle, elle est allée jusqu'au bout. Et Annick c'était pareil, elle était là, et c'est souvent des femmes qui... Enfin, moi, je le percevais comme ça. Il y a beaucoup de femmes elles ont toujours tout donné. Elles ont été mères, elles ont été épouses. Et finalement, elles n'ont jamais eu du temps pour elles. Et là, le chemin, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il y a des gens, des fois, ils sont prisonniers de leur couple. Il y a des gens comme ça, ils font tout ensemble. Un jour, je fais rien seul. Et donc, ils découvrent un autre truc. Ils n'ont pas envie de quitter leur conjoint, leur conjointe, mais ils se rendent compte que c'est carrément différent, quoi. C'est les gens qui ont vécu des trucs très lourds, avec un proche, un enfant qui est parti trop tôt. Enfin, tout ça, là, ça a été pour moi encore des révélations. C'est pas seulement que je me redécouvrais, c'est que je voyais le chemin autrement, que je découvrais une phase du chemin que je connaissais pas. Et ça a été 2017, 2018, 2019, mais extraordinaire. Et cette année, même si c'était très particulier, ça a été encore très fort. Mais j'étais pas en forme, j'étais pas dans le truc. Le premier confinement m'a complètement détraqué. Mais j'ai pas apprécié à sa juste valeur. Et puis, il manquait énormément de monde sur le chemin, dont vous, les Québécois. Et voilà, maintenant, je le sais. Et souvent, je repense, je me dis, je suis parti en 2001 et j'ai eu la réponse à la question en 2017. Hein. 2017, ça fait quand même plus de 15 ans. Et c'est pas le chemin le plus court, le plus droit. Mais j'aime bien dire, c'est comme les rencontres amoureuses. Et je me souviens que j'avais vécu une relation où quand on s'est séparés, j'étais très mal vécu, j'étais pas bien. Mais quand j'avais rencontré une autre femme un peu plus tard, que tout de suite, à partir du moment où on retombe amoureux, le reste, c'est du passé, c'est fini. Pourtant, j'avais vécu des trucs vraiment durs, mais c'est terminé, quoi. J'ai plus question de péter un câble. Et donc là, c'était me retrouver là. Et puis là, doucement, François est en train de me rejoindre. Donc, on a déjà vécu 2 confinements ensemble aussi, quand même. Et ça, plus le lien avec le Québec, ce qui fait que ça crée des liens avec les pèlerins qui passent ici, parce que quand tu vois la plaque, cette plaque-là, ou alors quand tu vois le sac que j'approche avec un fanion de l'association, tout de suite, c'est waouh. Et voilà, maintenant, je suis dans une nouvelle vie, et le chemin m'a tellement apporté que, voilà, pour moi, c'est vraiment normal de me mettre au service des pèlerins et des pèlerines qui passent. Parce que c'est pas juste vendre des chaussures, c'est une affaire. C'est une affaire, économiquement, financièrement, il faut que ça tourne. On ne va pas se le cacher. Mais il y a l'état d'esprit, c'est ce que j'aime. Avec Serge, avec Philippe qui nous a rejoint pour la boutique à Condon, c'est qu'on a un état d'esprit, l'état d'esprit du chemin, quoi. Et j'ai eu la visite d'un grand magasin, du directeur d'un grand magasin ici. Et il était venu il avait entendu parler de la boutique, parce que ça a été très vite en 2017. On s'est fait une réputation incroyable en très peu de temps. Et il était venu me voir, il m'avait posé des questions. Et j'ai failli lui dire, vous voyez des randonneurs, des marcheurs. Moi, je vois des pèlerins. C'est pas pareil. C'est complètement différent. Et les gens, ils n'ont pas envie de faire 3 km de plus, même en bus. Quand ils arrivent là, psychologiquement, c'est fini pour eux.
ça se comprend. Si on a fait le chemin, on comprend. Et donc, même ça m'a fait marrer. Je me suis dit, voir la concurrence comme ça débarquer au magasin. Et donc, j'ai continué. C'est pas juste le fait de vendre un maximum de choses. C'est bien si ces affaires tombent. Mais là, avec Serge et Philippe, il y a tout l'esprit derrière. C'est offrir un café ou une bière. Comme je reçois plein de cadeaux, on m'a offert des tablettes de chocolat, des bouteilles de vin, on m'offre plein de trucs. Des fois, je reçois des colis. Du coup, ça, je le partage aussi. Et il y en a qui font des gros trucs, qui comprennent pas. Ou alors, je leur donne des trucs qu'on m'a donné. Et là, ils me laissent une carte parce qu'elle n'est pas assez efficace, ou un sac à dos, tout ça. Alors, les gens, des fois, ils me disent, t'es sérieux, là? Je dis, ben ouais, ça circule. On nous l'a donné, on redonne. Et en ça, moi, j'avais bien accroché avec Serge. Parce que dès le début, déjà, on s'entendait bien. Mais il m'a accueilli ici comme j'avais l'impression d'avoir un grand frère. Je me rappelle des fois, quand il avait le gîte, il me soir invité à manger, et puis il fait une barquette avec ce qu'il avait fait, puis il fait bien à manger. Et voilà, puis voir ce truc, Camnologue grandir, et puis voir Serge content, pour moi, c'était tout bon, quoi. Et puis après, le fait que les gens parlent, ouais, à Cahors, il y a une boutique, etc. Moi, ça me fait vivre des moments incroyables, des moments incroyables. Et ça, il y a que le chemin pour être dans la joie, dans la peine, être admiratif devant, comme je disais tout à l'heure, devant certaines femmes en particulier. Il y a des mecs aussi, comme c'était Guy, je crois, Guy à 86 ans, passe, Marie-France, 80 balais, part du Puy jusqu'à Compostelle, alors qu'elle n'a jamais marché. C'est incroyable. Et ce que j'aime, c'est que en passant du temps comme ça, moi j'ai des retours auxquels je ne m'attends pas. Ce soit des messages, ce soit où on me le dit, où on me passe un coup de fil. Ça me fait vibrer, évidemment. C'est une espèce de revanche sur la vie, parce que je me suis tout le temps senti minable. Et là, je suis fier de moi. Ça entretient cette fierté, et de me dire, je suis utile. Ça, c'est un truc qui m'a tellement manqué dans ma vie, de me sentir utile. Et là, je suis utile, et je vois le chemin, ce qu'il apporte aux gens. Et participer à ça avec d'autres hébergeurs, d'autres acteurs du chemin, c'est aussi une grande fierté, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent sur le chemin qui sont, voilà, la vie les a maltraités. Et je pense que le chemin, ça les libère. Et en les libérant, ça les retape, ça les répare. C'est quelque chose de magique. Alors maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le revers de la médaille, c'est que je peux plus partir quand il fait super beau. Alors, je ne dis pas que des fois, quand il y a des pèlerins qui sont là et qu'ils partent sous le gros soleil, moi, je leur dis, je vais prendre mon sac et partir avec toi. Mais ça m'a fait découvrir autre chose, le chemin en hiver. Et la première fois que je suis parti, j'ai fait le Camino del Norte, parce que je ne l'avais pas encore fait, je voulais faire le Norte, le Primitivo. Et je l'ai fait en partant le 10 janvier de Bayonne. Et je me suis dit, est-ce que ça va me plaire? Parce que si ça ne me plaît pas, je vais être malheureux tous les ans, quoi. Et ça a été génial. Ça a été génial, en fait. C'est moi qui n'aime pas le froid, qui n'aimais pas le froid. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'était autre chose. Sauf que, voilà, ce qui me manque, et pour moi, c'est hyper important sur le chemin, c'est les rencontres. Il faut que je vois des gens, il faut que je partage avec eux, il faut qu'on discute. Et ça me manque énormément. Il y a très, très peu de gens. Quand on est parti avec Maurice, c'était bien, on était à deux, mais on a rencontré Pierre, un seul pèlerin. Et en plus, il n'a pas pu faire, il n'était pas aussi bien équipé que nous, il ne pouvait pas faire la même chose que nous. Mais voilà, ça me manque, mais je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et puis après, j'ai pris goût au froid, à la neige. Et par un petit concours de circonstances, il y a un copain qui m'avait envoyé un lien vers une méthode. Et c'était une méthode pour s'entraîner au froid. Et j'ai commencé à pratiquer cette méthode, et puis j'ai pris de plus en plus goût. J'adore toujours la canicule, mais marcher quand il y a de la neige ou quand il fait froid, ça met encore un autre état d'esprit. Et moi qui détestais la pluie pendant des années, c'est Joël, la dame dont je parlais, qui était bretonne, qui m'a dit il faut, comment elle m'a sorti ça? Il faut accepter la pluie. Et j'avais trouvé ça nul. Je me suis dit, comment on peut accepter la pluie? C'est idiot, c'est impossible. Et puis je me suis rendu compte, que plusieurs des expériences, j'ai envie de dire spirituelles, c'était quelque chose de fort, très fort intérieurement que j'ai vécu, c'était sous la pluie, sur des trompes d'eau. Et maintenant, j'adore ça. Partir, je me dis, bon, dans 10 minutes, je serai trempé, ça ne pourra pas être pire que ça. Mais après, quand je pense,
je vis quelque chose d'extrêmement fort. Et dans le froid, c'est pareil. Et quand je marche la nuit, là, je suis dans un autre univers. C'est complètement différent. Et ça me plaît. Ça me plaît. Et voilà, c'est aussi pour ça que je suis content en fin de saison. Je vais m'éclater à mon tour, moi aussi. Et tout en sachant qu'après, j'aime bien attendre la reprise parce que je vais retrouver les pèlerins, les pèlerines. Et là, cette année, quand il y a eu le premier confinement, mais j'étais malheureux comme tout. Parce que non seulement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand même financièrement, on ne peut pas se permettre de rester fermé pendant 8-7 ans. Et j'étais malheureux parce que je me suis dit, mais s'il n'y a personne sur le chemin, qu'est-ce que je vais faire? Même si je suis dans la boutique, et des fois, j'avais les larmes aux yeux, je me suis dit, c'est pas possible, je n'y arriverai pas le coup. Là. Et je me suis rendu compte de la place qu'occupaient ces pèlerins, ces pèlerines dans ma vie. Je peux me passer d'eux pendant les mois d'hiver, mais par contre, toute la saison, il faut que je les vois. Il faut que je les vois, faut que je partage avec eux. Ça reste tout est lié au chemin. Et moi, là, un autre concours de circonstances, il s'est retrouvé que j'avais pris l'appartement au-dessus, je faisais de l'accueil. Et après, c'était trop dur avec la boutique, donc du coup, j'ai arrêté. Et là, je refais, mais c'est vraiment au compte-gouttes, je pourrais remplir, c'est pas possible, je tiens pas le coup avec la boutique à côté. Mais là, c'est encore, voilà, un morceau d'histoire qu'on rajoute encore au chemin, parce que là, c'est encore d'autres liens en soirée avec les gens. Je partage énormément de repas bien arrosés en général. Et je fais, quand je pars, là maintenant, je pense qu'on va rester tout le temps en hiver, on va rester ici. Mais avant, je rentrais à La Rochelle. Donc quand je revenais, je retrouvais les hébergeurs, on se faisait des réunions entre hébergeurs. Et j'avais toujours l'impression de retrouver une seconde famille. Et j'étais vachement content. Il y en a que je connaissais pas, mais j'étais content. Je me suis dit, voilà, ça va recommencer, ça va repartir pour une saison. Et je suis bien comme ça. Parce que très vite, en hiver, je commence à tourner en rond. Si je suis pas sur le chemin, je suis comme un lion en cage, c'est pas bon. Ça, c'est pas. Non. Mais voilà, le chemin, il m'a tout apporté. Il m'a apporté l'amour, le travail, des amitiés pas possibles, des amitiés à travers le monde. Et il m'a appris, il a beaucoup relativisé aussi sur ma vie, en comparant avec des gens qui m'ont raconté un petit peu ce qu'ils vivaient, ou avaient vécu. Et ça apporte énormément d'humanité. Moi, je ne pourrais jamais me passer du chemin, en fait. C'est impossible. Entre l'accueil, la boutique, ouais, je suis heureux, en fait. Et j'ai longtemps été malheureux parce que je comprends les gens qui vivent ça, c'est quand on exerce une profession qu'on n'aime pas. Et il y a vraiment de quoi être malheureux. Ça vous bouffe la santé, ça vous bouffe tout. Et il y a des gens, donc c'est vraiment dur. Et moi, la boutique, je me rendais compte. Plein de matin, je me suis dit, mais c'est juste magique ce que je suis en train de vivre. Je suis sur un tapis volant. Il y a tout qui est arrivé. Tout. Tu vois, c'est ce que je voulais faire, mais j'aurais jamais imaginé, parce que je voulais vivre, travailler sur le chemin, mais je ne savais pas sous quelle forme, qu'est-ce que j'allais faire. J'avais rien à y apporter, en fait, ce que je pensais. Et voilà, la boucle est bouclée, je sais enfin quoi faire de ma vie, et puis je continuerai jusqu'à le plus longtemps possible à accueillir, à partager, à essayer de trouver les mots des fois qu'il faut pour faire repartir quelqu'un qui a un peu une baisse de morale. Et je crois que j'ai tout dit. Hein. Si je regarde mes notes, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, il y avait un dernier truc que je voulais dire. C'est que mon père, il rêvait d'aller à New York. Et à la mort de ma mère, je lui avais proposé, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on y aille? Bon, j'avais été maladroit, c'était pas le moment. Et puis non. Et donc ça, c'était en 95, il aurait pu encore y aller. Là. Après, bon, il a vécu assez longtemps. Mais et quand il est mort en 2013, une de mes sœurs m'a dit, tu sais ce que c'était que le rêve de notre père? C'était d'aller au Canada. Voilà, il faut que j'étudie. Tu es quitter le partage. Hein. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Alors, merci à vous, hein. Merci à vous toutes et tous. Et puis,
Ben, je devais venir au Québec cette année. Et j'espère que ça se fera. Merci. Alors, en premier, il m'a dit merci infiniment. Tu nous as fait vivre plusieurs années de chemin avec des péripéties assez incroyables. En fait, il y a deux questions. Il y a eu énormément de commentaires de gratitude, de générosité, à ta façon, tu es rentré aussi dans le cœur des gens. Il y a une personne qui demandait qu'est-ce que tu fais l'hiver dans ton coin de pays, puis tes prochains projets. Qu'est-ce que je fais en hiver? Ouais. Là, j'essaie de m'entretenir. Je me suis refait une santé, et puis j'essaie de m'entretenir par rapport au froid en particulier, parce que je ne désespère pas de partir un peu marcher quand même. Mais sinon, ouais, le peu de temps qui me reste, parce que ça passe vite en fait, hein, ça passe très vite l'intersaison. Hein. Donc j'essaie déjà de marcher. Ce que je fais, c'est que j'essaie de marcher avec Françoise, on partage un chemin, et puis et après partir seul ou comme avec Maurice l'an dernier. Et voilà, sachant que Françoise, maintenant je sais pas comment ça va évoluer, mais avant on pouvait aller en Espagne, c'était bien parce qu'on trouvait une météo plutôt bonne, ou même avec de très bonnes températures parfois. Donc François, ça l'a arrangé. Puis moi, après, j'aime bien partir janvier, février, puis aller dans des coins où il fait plus froid. Voilà, c'est carrément autre chose. Et la seconde question, c'est? C'était oui, le projet. Tes projets. Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, au début, on était censé partir au mois de. Après la fermeture, normalement, on fermait le magasin le 30 et on devait partir je sais plus, le 2, le 1er ou le 2. Et on devait faire le Puy, Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais c'est parce que, avec Françoise, elle aussi, elle me dit qu'il faut qu'on marche pour se remettre en forme, parce que c'était un peu beaucoup laissé aller. Et puis, il y a eu le confinement. Le jeudi soir, il y a eu le confinement. On devait partir le lundi d'après. Donc, tout a été annulé. Et puis après, j'ai vu que ça se compliquait un petit peu partout. Donc, je me dis, bon, il reste quand même la France pour faire quelque chose. Par contre, ça va pas être, pour François, ça va pas être évident, parce que là, on va arriver, on va bientôt être en janvier. C'est tout pareil, quoi. Et j'ai pas de. Cette année, je voulais partir et je voulais, quitte à refaire le Camino Frances, je voulais arriver à Compostelle. Je vais dire, François, j'ai envie d'arriver à Compostelle, parce que les chemins que je fais ailleurs, je sais pas qu'il y a un goût d'inachevé, mais il me manque un truc. Et arriver à la cathédrale, pour moi, c'est vachement important. Ouais. Super. Il y a des gens aussi qui parlent de ta persévérance, en fait. Tu as cherché longtemps ta voie, mais là, tu l'as trouvée et c'est à force de vivre différentes expériences qu'il y a beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Je vais passer la parole à Simon si toutefois il y a des gens qui ont des questions aussi. Je transmets donc immédiatement la parole à Mario. Bon, Monsieur Mehdi, c'est justement, je retiens de votre témoignage et de la persévérance. Fait que pour avoir fait le chemin, c'est pas parce qu'on le fait que la vie se transforme immédiatement, même que le chemin il continue à vivre en nous autres. Puis le fait d'avoir, comme on dit, planifié de faire le chemin pendant 10 ans, le fait de l'avoir réalisé, ben ça permet à ce moment-là de se dire, ben peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, ben, on l'a fait, puis mine de rien, ben c'est une des étapes qui m'aide à passer à travers le confinement. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est votre voyage à Jérusalem. L'année passée, par un hasard, j'ai fait le chemin Massar Ibrahim. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'entends, mais j'entends pas beaucoup. Bon, bien, je vais essayer de parler plus fort. Bon. Puis je disais que vous avez montré des images de Jérusalem. Fait que moi, l'année dernière, j'ai fait le chemin du Massar Ibrahim de Rumana jusqu'au mur entre la Cisjordanie
et Israël. Fait que ben, c'est justement, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Puis on a fini évidemment à Jérusalem en faisant les 12 stations. Fait que juste pour dire que merci de ce témoignage et bonne continuation. Merci. Et, j'ai pas entendu s'il y avait une question. C'était très faible. Il n'y a pas de question. Non, j'en ai pas de questions, merci. Non, ok. Ben merci, hein, Mario. Merci. puis je passe la parole à Julie. Alors, bonjour Madi. Merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très touchant. Je me suis retrouvée dans quelques parties qui ont résonné dans ma vie aussi de ton témoignage. Moi, j'ai eu une question. Tu parlais d'une partie là, quand tu marchais avec le petit jeune où tu as fait Saint-Jean-Pied-de-Port, Fustera, puis après jusqu'à Séville. Tu disais qu'un soir, tu lui as dit qu'il était pris avec toi jusqu'à Séville et qu'il t'a regardé avec des gros yeux, puis qu'il est sorti de la chambre et que alors tu as négocié avec Dieu pour avoir quelque chose en contrepartie du beau geste ou de la valeur qu'avait ce long chemin-là. Est-ce que tu as eu ta contrepartie? Ah oui, Françoise. Ah! D'ailleurs, je l'ai mal présenté tout à l'heure. D'habitude, je tourne les choses autrement. Mais oui, moi, j'ai eu la satisfaction d'apprendre que le petit jeune reprenait des études. Et moi, j'avais rencontré Françoise. Et à une époque où, comme on s'était rencontrés sur le chemin en 2006, en 2007, ça a été l'année où je me suis retrouvé au chômage. Je ne croyais plus en rien. Et je me souviens qu'il y a une amie qui me dit t'as une petite copine en ce moment? Je dis non, mais sérieux. Tu crois que je pense à ça, vu la petite pourrie que j'ai là. Et c'est en 2007, Françoise a fait le pas. Et puis, moi, en fait, le truc, c'était ça. Quand je suis revenu, quand je suis revenu, je savais pas qu'elle avait des vues sur moi. Mais c'est plus tard, je me suis dit, ben voilà, en fin de compte, la contrepartie, ça a été de rencontrer Françoise. Merci. Donc, il fallait patienter pour avoir la contrepartie. C'était pas immédiat le lendemain. Ah non, c'était... Il y a quand même un truc que je n'ai pas lâché pendant toutes ces années, c'était que je voulais travailler sur le chemin. Je voulais faire quelque chose en lien avec le chemin. Et ça aussi, c'est pas évident de garder tout le temps un truc, une espèce de rêve, et de le garder longtemps dans le temps, parce que j'ai eu il y a plein de fois où j'aurais pu laisser tomber, me dire bon allez, je suis en train de rêver, c'est pas la peine. Mais ça, par contre, j'ai passé par des hauts et beaucoup de bas, mais j'ai toujours gardé ce truc en tête. Je ne sais pas comment, mais il faut que je fasse quelque chose sur le chemin. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que jamais j'aurais pu imaginer ça, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires? On a Yves de Belleval. Bonjour, Madi. Salut, Yves. Bonjour. Et ce que tu racontes sur ta contrepartie, ça me fait penser à Gaudi, à Anton Gaudi. Et il a commencé sa cathédrale en 1876. Elle va être achevée bientôt à Barcelone. Et puis un jour, il y a des gens qui lui disaient ça n'avance pas vite. Et il a répondu mon client n'est pas pressé. et aussi, il y a autre chose, c'est qu'on dit parfois que sur le chemin, c'est important l'ouverture, faire preuve d'ouverture pour justement accueillir l'autre qui peut avoir un A minuscule ou un A de plus en plus grand jusqu'à une très grande majuscule. Faire preuve d'ouverture. Et en même temps, on dit il ne faut pas avoir trop d'attente. Il faut laisser le chemin venir. Alors, je pense que tu as demandé une contrepartie, mais sans préciser laquelle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. De toute façon, j'aurais même pas pu imaginer que... Non, j'aurais pas pu imaginer que j'allais rencontrer quelqu'un, et que ça allait se faire. Donc, un chemin inimaginable. Oui, surtout ça, parce que c'est vrai que c'était encore très, très particulier avec ce petit jeune. C'est pas un chemin de repos, déjà, c'est sûr. Et puis, tu n'es pas vraiment dans le chemin. Tu dois t'occuper de lui tout le temps. Donc,
c'est complètement différent d'un chemin où on peut se laisser aller et tout. Non. Mais encore une fois, ouais, ça valait vraiment le coup. Merci pour ta grande générosité et pour ton humanité. Merci Yves. Ensuite, on a Claudette. Oui, bonjour. Alors, Maddy, je ne sais pas si tu peux voir ce que j'ai dans la main. Oh oui, je vois, je me rappelle. Oui, tu te rappelles? Ben, tu m'avais donné 2 petits bouts. Alors, juste te dire que l'autre petit bout, je l'ai remis à Louise. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont vu le sac à dos qui est à l'extérieur du Camino Loc, c'est une grande histoire que je ne ferai pas ici, mais il appartient à ma copine Louise qui l'a abandonné et je veux dire, c'est vraiment, elle m'a dit, il est d'une grande générosité, lui, il en avait offert un plus grand. Et quand je suis passée en 2019, ben, elle m'a dit, a eu la générosité de me donner 2 petits bouts du pauvre sac qui s'effrite. Et puis, ben là, le petit bout, il voyage avec moi. Alors là, il s'est rendu jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis maintenant, ben, je le garde avec mon petit sac de petites roches et de petits trucs que je trimballe toujours. Alors, juste te dire merci beaucoup. Ça m'a touchée de lui remettre son morceau et ça l'a beaucoup touché aussi de voir la photo avec le sac derrière qui est toujours là, de revoir son petit bout. Puis, elle pensait peut-être faire le Camino del Norte, mais évidemment, la COVID est arrivée. Alors, son sac va finir par voyager plus que Cahors. Oui. Alors, c'est ça. Je voulais tout simplement te dire encore merci une fois pour cette belle rencontre. Puis, j'espère que tu vas continuer longtemps de travailler parce que moi, j'ai l'intention de refaire à un moment donné au moins du puits jusqu'à Cahors pour aller te voir, pour peut-être récupérer un autre morceau de sac, on ne sait jamais. Et puis, te saluer, puis peut-être cette fois-ci, partager une brochette verticale. Oui, avec plaisir. Okay. Merci. Ce qui est fou, c'est que l'histoire du sac, là, c'est que donc le sac, comme il restait pendant une paire d'années accroché dehors avec le soleil, moi, je ne me rendais pas compte. Je voyais qu'il changeait de couleur, ça, c'est normal. Mais ce qui est fou, c'est qu'un jour, je le prends et j'ai un bout du sac qui me reste dans la main, mais je me suis rendu compte que je pouvais déchirer le sac carrément. Et je me dis, mais c'est complètement dingue. Et pas longtemps après, il y a Claudette qui vient et qui me parle de Louise, qui me parle du sac. Un truc complètement improbable. Et à l'époque, Louise était passée avec Joanne, avec Sonia, Marion. Là, c'était une super soirée chez Serge, justement. On avait vraiment fait une bonne soirée, là. Ouais. Alors, merci beaucoup pour ta présentation. C'était formidable. Merci, Claudette. Alors ensuite, on a une question d'André dans le chat. Est-ce que tu es déjà parti au Mont-Saint-Michel pour te rendre chez toi à Cahors? Non. Ça faisait partie des chemins que je visais là, quand ils ont commencé à parler de confiner les gens. Parce que je me disais que peut-être là-haut, il fera un peu moins froid que dans le coin. Peut-être que François, ça l'intéresserait. Mais après, c'est pas en termes de structure, tout ça, pour se loger, c'est pas plus simple. C'est pas très simple. Donc, je m'étais dit, bon, je vais sur la liste. Mais, par contre, j'avais pas pensé partir de là-bas pour venir à Cahors, ça peut être une bonne idée. Ouais. On a beaucoup de remerciements. Les gens sont super contents de t'avoir entendu, Maddy. Oh, il y a Serge qui veut parler. Je mets mon micro. Oui, je voudrais juste dire encore des émotions. Voilà. Maddy, c'est vraiment un mec hors du commun. Donc, je voulais lui dire merci et qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. C'est un beau cadeau que tu m'as fait. C'est l'inverse. Pas de chicane. Bon chemin à toi, une bonne vie. À bientôt. Il y a André qui était avec nous l'an dernier, qui a retrouvé son ami Laurent durant les festivités de l'inauguration. Donc, André te demande de lui passer le bonjour quand tu le verras. Passer le bonjour, hein? À Laurent.
qui est un ami de André qui était avec nous l'an dernier à l'inauguration de l'ambassade. Ouais. Et, Laurent, il était du coin de Lyon? Non, il habite à Paris, mais sa mère est à Cahors. Ah, oui, ça y est, c'est bon, ça me revient. Laurent, celui qui avait fait un morceau du chemin aux États-Unis, là, le PCT. Oui, oui. Il avait fait un bout de la Pacific Trail, puis il devait revenir cette année, mais COVID a mis un terme à ce projet. Oui. Je ne l'ai pas revu cette année, tiens. J'ai pensé à lui il n'y a pas très longtemps et j'avais dit à François, je dis c'est bizarre, Laurent il n'est pas passé du tout. Alors je ne sais pas si... Normalement il vient comme il y a sa mère ici. Normalement il vient régulièrement, mais là, c'est vrai que je n'ai pas eu de nouvelles. Je vais tâcher d'en prendre, tiens. Je vais faire la démarche et je vais lui parler de toi. Merci. OK. Ben, nous, on a connu Madi il y a 10 ans quand il est venu au Québec avec Nicole. Et on a eu le plaisir de l'héberger. Alors, ça nous fait vraiment plaisir de le voir aujourd'hui et de l'entendre. Ah oui, on avait bien rigolé. Hein. Avec la pauvre Francine. Je veux simplement dire à Madi, comme pour Serge, j'ai enregistré le chat. Donc, je vais pouvoir te l'envoyer parce qu'il y a beaucoup de commentaires et de bons mots pour toi. OK, merci. Ben merci Madi. Tu as soulevé un beau souvenir de l'hiver 2011 où on était à Saint-Damien-de-Baquelaine et effectivement, on s'était vraiment amusé. Moi, c'était la première... En fait, j'avais entendu Madi lors de sa conférence. C'était la première fois que je le rencontrais avec Françoise. Donc, c'est un très beau souvenir. On s'est vraiment bien amusé. Donc, merci infiniment, Madi, de cette grande générosité de cœur. Tu nous as encore fait vivre tous les pèlerins qui passent à Cahors, qui vont chez Camino Loc. On a tous des souvenirs. Merci de tout cœur. J'en profite pour souhaiter à chacun de vous un beau temps des fêtes. Bon, ça sera pas pareil cette année, mais je pense que le chemin nous a appris la résilience, la simplicité. Donc, c'est dans ce sens-là que le temps des fêtes doit se passer cette année. Prenez soin chacun de vous et j'ai hâte qu'on se retrouve tous autour d'une grande tablée de pèlerins puis qu'on puisse partager vraiment en direct, là, les câlins, les embrassades, les poignées de main, tout ça, ça nous manque, mais on est chanceux, on a quand même des gens qui ont accepté, Serge et Madi, qui ont accepté de nous apporter un petit vent de fraîcheur. Merci de tout cœur et joyeuse fête à tout le monde. Merci. Merci. Merci.